Bonjour à toutes et à tous, je suis Ouanya Cyprien, nouvel professeur de lycée d'enseignement général. Je vous présente le chapitre 3 du thème numéro 2 concernant les systèmes oscillants. Le chapitre 3, lui, a pour titre les oscillateurs électriques. En un, oscillation électrique libre et en petit a, oscillation électrique libre amortie. Pour la production d'oscillations électriques libres amorties, nous aurons besoin d'un interrupteur inverseur, d'une bobine inductive, d'un résisteur de résistance variable et d'un condensateur. En basculant l'interrupteur en position 1, le condensateur va se charger. Puis si on le place en position 2, nous aurons donc des oscillations électriques libres amorties. Dans le cas où la résistance R est faible, c'est-à-dire la résistance valant 30 ohms, nous avons donc un oscillateur pseudo-périodique de période grand T. En répétant l'expérience avec un résisteur de résistance 50 ohms, nous avons toujours une figure qui est celle d'un oscillateur électrique aussi toujours pseudo amorti. Donc, et en remplaçant le résisteur par une résistance de valeur de 200 ohms, le régime pseudo-périodique disparaît et nous avons donc affaire à un régime purement apériodique. Établissons donc l'équation différentielle du système. D'après la loi des mailles, nous aurons dans la somme des tensions parcourant la maille dans un même sens est égale à 0. Comme tension, nous avons la tension au bord de la bobine inductive qui est représentée par LD issu dt plus petit RI plus la tension au bord de l'autre résisteur qui est égale à grand R fois petit I plus la tension au bord du condensateur qui est égale à Q sur C. En remplaçant d issu dt par d carré Q sur dt carré et I par d Q sur dt, nous obtenons l'équation différentielle LD carré Q sur dt carré plus la somme de R fois d Q sur dt plus Q sur C égale à 0 qui est l'équation différentielle régissant les variations de la charge QT du condensateur en régime libre amorti. On peut aussi établir l'équation différentielle régissant la variation de la tension au bord du condensateur en remplaçant la charge par Q égale à CUC. Et nous obtenons donc l'équation différentielle en tension, à savoir d carré U sur dt carré plus somme de R divisé par L du sur dt plus U sur C sur LC égale à 0. Comme remarque, l'énergie totale d'un circuit RLC série diminue au cours du temps. 2. Oscillation électrique non amortie. Petit a, production des oscillations électriques non amorties. On considère le circuit électrique schématisé ci-dessous. L'interrupteur K1 étant fermé et K2 ouvert, le condensateur se charge complètement. Sa charge est maximale et vaut Q max. L'interrupteur Ka étant ouvert et K2 fermé, le condensateur se décharge dans une inductance pure. On obtient donc des oscillations électriques libres non amorties. Les variations de la tension UC au bord du condensateur données par le logiciel sont représentées ci-dessous. Vous voyez donc que nous avons la courbe d'une sinusoïde qui n'est rien d'autre que celle représentant un oscillateur harmonique. Donc, si nous établissons dans l'équation différentielle du circuit LC, qu'est-ce que nous avons? D'après la loi des mailles, UC plus UB égale à 0. Or, UC c'est Q sur C et UB LDI sur DT, étant donné que nous avons une bobine non résistive. En remplaçant I par D Q sur DT et D sur DT par D carré Q sur DT carré, il vient que D carré Q sur DT carré plus Q sur L c'est égal à 0, qui n'est rien d'autre que l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique en posant oméga 0 carré égale à 1 sur LC. La période ici propre nous donnera 2π sur oméga 0 qui n'est rien d'autre que 2π racine de LC. L s'exprimera en Henry, C en farad, T0 en seconde. Et l'équation différentielle précédente a pour solution Q égale à Q max sinus oméga 0 T plus phi. Et avec cette solution, nous pouvons aussi trouver l'expression de I, à savoir que I égale à dq sur dt. En dérivant donc Q par rapport au temps, nous obtenons donc I de t qui nous donnera oméga 0 Q max sinus oméga 0 T plus phi plus pi sur 2. D'après le graphe, on remarquera donc que lorsque Q max est égal, lorsque Q vaut Q max ou moins Q max, l'intensité du courant dans le circuit s'annule. Et lorsque Q est égal à 0, l'intensité du courant est à sa valeur maximale. Le condensateur sera dit complètement chargé lorsque la bobine est vide. Et
lorsque le condensateur est vide, le courant dans la bobine atteint donc sa valeur maximale. Oscillation électrique forcée en régime sinusoïdal. En petit a, production des oscillations électriques forcées. On alimente le circuit RLC serré avec un générateur basse fréquence, délivrant une tension sinusoïdale UG égale à UM sinus oméga T plus phi U. On visualise les tensions UR de T sur la voie Y1 et U de T sur la voie Y2 dans l'oscilloscope. On obtient donc les oscillogrammes suivants. Vous voyez donc que les oscillations ont été entretenues par l'intervention d'un générateur basse fréquence dans ce cas. En enlevant le générateur basse fréquence, nous retombons dans la production des oscillations électriques amorties. Et en le plaçant, nous allons donc apporter le surplus d'énergie perdu par la résistance, par le résisteur de résistance R au cours des oscillations. Nous verrons donc que nous avons donc deux courbes qui ne sont rien d'autre que celles représentant les expressions des tensions concernant les oscillateurs harmoniques. Passons donc à l'établissement de l'équation différentielle. D'après la loi des mailles, nous aurons donc UB plus UC plus UR égale à la tension donnée par le JBF. Or, UL, la tension borne de votre bobine résistive, est égale à LD sur DT plus RI. C'est le borne de votre résisteur, c'est RI. Et c'est le borne de votre condensateur, c'est Q sur C. Nous aurons donc LD sur DT plus R petit RI plus grand RI plus Q sur C égale à U du générateur. Or, I égale à D Q sur DT. Et on peut donc remplacer Q, on peut donc trouver Q en intégrant simplement I. Q nous donnera dans l'intégrale de I fois DT. En remplaçant donc Q dans l'expression précédente par I fois DT, il vient que nous avons comme équation différentielle maintenant LD sur DT plus somme de R fois petit I plus 1 sur C intégrale de I fois DT égale à UG. Or, I fois T est égal à I max sinus oméga T plus la phase petit I, qui n'est rien que la phase initiale. Pour avoir donc une solution complète de I de T, nous devons avoir l'expression de I de M et phi de I dans l'expression précédente. Pour cela, nous allons utiliser la méthode de résolution de Fresnel. Cette méthode a pour elle sa simplicité. L'inconvénient est qu'il s'agit d'une méthode graphique nécessitant la construction de diagrammes parfois fastidieux. Donc, chers apprenants, soyez simplement très attentifs. Dans l'équation différentielle, on a 4 fonctions sinusoïdales. On doit associer à chacune d'elles un vecteur de Fresnel. La première fonction n'est rien d'autre que la somme de R fois petit I. Et alors, en remplaçant petit I par sa valeur, qui n'est rien d'autre que I m sinus oméga T plus I, il nous vient que la première fonction, c'est somme de R, I max sinus oméga T plus phi I. Cette fonction a pour amplitude grand R plus petit R fois I max et pour phase petit phi I. Notre deuxième fonction vaut LD sur DT. En remplaçant DI sur DT par sa valeur, nous aurons donc comme deuxième fonction L oméga I max cosinus oméga T plus phi I. Et en transformant en sinus, parce que nous devons avoir toutes les expressions en sinus, étant donné que notre intensité est en sinus, nous avons donc L oméga I max sinus oméga T plus petit phi I plus pi sur 2. Et cette fonction a pour amplitude L oméga I max et pour phase phi I plus pi sur 2. Notre troisième fonction n'est rien d'autre que I 1 sur C intégrale de I dt. Remplaçant I par sa valeur et en intégrant, nous avons donc moins I max sur C oméga cosinus oméga T plus phi qui est égal à I max sur LC sinus oméga T plus phi I moins pi sur 2. Cette fonction a pour amplitude I max sur LC et pour phase phi 3 petit phi moins pi sur 2. La quatrième fonction n'est rien d'autre que celle de notre générateur basse fréquence, à savoir U max sinus oméga T plus phi U. Elle a pour amplitude et pour phase respective A égale à U max et phi égale à phi U. Avec un choix convenable des conditions initiales, on peut prendre phi I égale à 0 pour avoir une construction de Fresnel moins fastidieuse. Nous aurons donc 3 cas possibles. Premier cas, le circuit est capacitif, c'est-à-dire que I max sur C oméga est supérieur à L oméga fois I max. Nous avons donc notre diagramme de Fresnel que vous avez à gauche. Dans ce cas, la tension aux bornes de notre générateur est en retard par rapport à la tension aux bornes de notre
résisteur. Deuxième cas, passons pas au deuxième cas. En utilisant le théorème de Pythagore pour déterminer la valeur de Umax, nous avons donc, vous observez très bien la figure pendant un instant, nous avons donc comme hypoténuse Umax, comme côté opposé IM sur C oméga moins L oméga IM et comme côté adjacent R plus petit r fois facteur de IM. Nous avons donc, en utilisant le théorème de Pythagore, Umax carré égale à R plus petit r au carré I max au carré, c'est-à-dire côté adjacent au carré, plus au côté opposé au carré. Et nous pouvons donc avoir l'expression de U max qui vaut IM racine de somme de R au carré plus 1 sur C oméga moins L oméga le tout élevé au carré. Pour calculer le déphasage, nous revenons à notre figure et nous calculons simplement la tangente phi U qui n'est rien d'autre que le côté opposé sur le côté opposé sur le côté adjacent. Et nous trouvons donc tangente phi égale à 1 sur C oméga moins L oméga divisé par R plus petit r. Nous pouvons aussi avoir phi de U en passant par le cosinus phi U, à savoir cosinus phi U égale à R plus petit r I max sur U max. Et l'expression de du cosinus phi nous donnera A cosinus phi U égale à A cosinus R0 divisé par racine de R plus petit r au carré plus 1 sur C oméga moins L oméga le tout élevé au carré. C'est une démonstration assez facile à faire. Remplacez simplement les tensions par leurs valeurs respectives. Maintenant, deuxième cas, le circuit est résistif. Il est résistif lorsque L oméga I max est inférieur à IM, est supérieur à IM sur C oméga, autant pour moi. Et dans ce cas, nous avons donc... Non, le circuit est résistif. Oh là là, excusez-moi, cher apprenant. Dans le cas où le circuit est résistif, L oméga IM compense exactement IM sur C oméga. Alors nous avons donc deux courbes en face. La tension au borne du générateur est en phase avec la tension au borne de votre résisteur. N'oubliez pas que la tension au borne de votre résisteur s'obtient en faisant simplement R fois I. Et que avec cette tension, nous pouvons aussi avoir l'expression d'intensité traversant le circuit, à savoir I nous donnera U divisé par R. Dans ce cas, lorsque le circuit est résistif, la tension, le déphasage vaut 0 et la tension maximale nous donnera R, somme de R plus somme de R facteur de I max. Je disais donc tantôt que nous pouvons aussi avoir l'expression de I max qui nous donnera simplement I max égale à U max divisé par somme de R. Troisième cas, le circuit est capacitif. Lorsque le circuit est capacitif, 1 sur C oméga sera supérieur à L oméga I max. Et dans ce cas, la tension aux bornes du générateur basse fréquence sera en avant de face sur la tension aux bornes de votre résisteur. Pour avoir simplement U max, nous passerons par le théorème de Pythagore. Hypothèse au carré égale à côté opposé au carré plus côté adjacent au carré. Donc, U max au carré égale à la somme de R carré I max carré plus LI oméga LI max oméga moins IM plus oméga le tout au carré. Et dans ce cas, nous pouvons donc tirer l'expression de U max, à savoir U max égale à I max racine de R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur oméga le tout au carré. Et le déphasage, quant à lui, s'obtiendra en passant par l'expression de cosinus phi U. Cosinus phi U nous donnera R plus somme de R I max divisé par U max. Très bien. Avec, c'est-à-dire que phi de U égale à A cosinus R0 divisé par somme de racine carré de somme de R carré plus 1 sur oméga moins L oméga le tout au carré. Dans ce cas, R0 n'est rien d'autre que la somme de R. Et U max égale à l'impédance qui est représentée par la valeur somme de R0 carré, autant pour moi, plus 1 sur oméga moins L oméga, le tout au carré. Donc, comme je le disais tantôt, l'impédance du circuit Z égale à U max divisé par U max. Et elle a donc pour expression celle que je viens de donner. U s'exprime en volts, I en ampères et Z en ohms.
En introduisant l'impédance dans le déphasage donc devient cosinus phi u égale à R0 sur Z. Et R0 égale à la somme de R. En cas de résonance d'un circuit RLC. À la résonance, l'intensité est maximale. Cela revient à dire que Z est minimal, c'est-à-dire Z égale 1 sur... Pour que Z devienne minimal, observez l'expression, il faut simplement que 1 sur C oméga moins L oméga nous donne simplement 0. Donc lorsque Z est l'expression là, en résolvant, non, pas en résolvant l'équation, en prenant l'expression 1 sur C oméga moins L oméga égale à 0, nous avons dans la relation L sur oméga carré égale à 1. Donc oméga nous donne 1 sur racine de LC qui est égale à oméga 0. À la résonance Z égale à R, le dipôle se comporte comme un conducteur ohmique de résistance R. Phi égale à 0, IT et UT sont en phase. En maintenant U constante, faisons varier oméga ou la fréquence F et relevons à l'aide de l'ampéromètre les différentes valeurs de I et traçons dans la courbe I égale à F oméga. I a pour expression U sur Z avec Z égale à R0 carré, R0 n'étant rien d'autre que la somme des deux résistances, plus 1 sur oméga moins L oméga le tout au carré. Nous avons donc ce qu'on appelle une courbe de résonance. Alors pour R égale à 10 ohms, la résonance sera dite aiguë, et pour R égale à 4 ohms, la résonance sera dite floue. La largeur de la bande passante ne dépend que des caractéristiques du dipôle RLC, et cette largeur nous donne simplement R divisé par L, donc la résistance divisée par l'inductance. Nous pouvons aussi avoir delta oméga égale à 2 pi delta F, et nous trouvons donc delta F égale à R sur 2 pi L, qui ne sont rien d'autre que des relations de la bande passante. Les relations nous donnant exactement les largeurs des bandes passantes en 5 puissances électriques, puissance active ou puissance moyenne. Il s'agit de la puissance moyenne. Autant pour moi, parlons de la puissance active, de la puissance moyenne. Il s'agit de la puissance consommée par le système au cours d'un temps donné. En termes mathématiques, c'est l'intégrale de la puissance instantanée sur une période. En faisant donc cette intégrale, nous trouvons donc que la puissance active ou puissance moyenne est égale à UI cosinus phi, U en volts, I en ampères et P en watts. La puissance apparente, il s'agit de la valeur maximale que peut prendre la puissance active pour une amplitude de tension et d'intensité donnée. Elle s'exprime en volts ampères. La puissance apparente, c'est notre petit s. Il s'agit également de la puissance nominale indiquée sur les machines. S égale à U fois I, U en volts, I en ampères et S en volts ampères. Le rapport entre la puissance active et la puissance apparente est appelé facteur de puissance. Il est toujours compris entre 0 et 1. Et on peut donc donner la relation entre la puissance moyenne et la puissance apparente, à savoir P est égal à S cosinus phi étant ici le facteur de puissance. Passons tout de suite à la résolution de certains baccalauréats. Bac C 2015, exercice 2. Oscillation d'un disque homogène. Cet exercice nous permet simplement de réviser comme ça le chapitre 1 et 2 du thème numéro 2. Un disque homogène D de masse M égale à 1,0 kg et de rayon R égale à 10 cm est suspendu en son centre de gravité G à un fil de torsion de constante C. Voir figure 1. On rappelle l'expression du moment d'inertie d'un disque par rapport à un axe delta perpendiculaire à son plan et passant par son centre de gravité. J delta égale à 1 demi de mr carré. On fait tourner le disque d'un angle θ m dans le plan horizontal, provoquant une torsion du fil du même angle, puis on l'abandonne sans vitesse initiale. Le disque effectue alors un mouvement oscillatoire de rotation autour de l'axe delta, matérialisé par le fil. Un dispositif approprié a permis de représenter les variations de l'angle de torsion. Voir figure 2. Les figures 1 et 2 sont donc les suivantes sont des figures qu'on vous a données dans l'exercice 2 concernant le baccalauréat C 2015. Les questions sont les suivantes. En 1, on vous demande de faire le bilan des forces extérieures qui s'appliquent sur le disque à une date quelconque de son mouvement. En 2, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique du solide en rotation au disque, de déterminer l'équation différentielle du mouvement de ce dernier. En 3, de montrer que la période propre des oscillations a pour expression T0 à 2 pi racine de mr carré sur 2c. Et en 4, de déterminer à partir du graphe de la figure 2 la valeur numérique de T0, puis en déduire la constante de torsion C du fil. Correction. Comme on nous demande en 1 de faire le bilan des forces extérieures qui s'appliquent sur le disque à une date quelconque de son mouvement, comme solution, nous allons dire que comme force, nous avons uniquement la tension du fil T et le poids du disque P. C'est très simple. Et en 2, on vous demande
d'appliquer la relation fondamentale de la dynamique pour déterminer l'équation différentielle. Comme solution, nous allons utiliser la somme des moments des forces extérieures. La somme des moments des forces extérieures nous donnera le moment du poids, plus le moment de la tension, plus le moment du couple de torsion, égale à J delta fois θ 2 points. Alors l'équation différentielle avec des développements très simples s'obtient donc. Nous avons donc θ 2 points plus oméga 0 carré θ égale à 0. Pour ceux qui ne peuvent pas établir l'équation différentielle, revoyons la vidéo du chapitre 1-2 du thème numéro 2. Entre autres, on demande de montrer que l'expression de la période d'association a pour vaut t0 égale à 2 pi racine de m1 carré sur 2c. Nous savons tous que oméga 0 égale à c sur j delta. Or, oméga 0 égale à 2 pi sur t et t égale à 1 et j delta égale à 1 demi de mr carré. En remplaçant donc simplement, en tirant t de la relation oméga 0 égale à 2 pi sur t et remplaçant j delta par sa valeur, sachant qu'oméga 0 égale à la racine de c sur j delta, nous obtenons donc t0 égale à 2 pi racine de m1 carré sur dc. On nous demande de déterminer à partir du graphe de la figure 2 la valeur numérique de T0 puis en déduire la constante de torsion C du fil. D'après la figure 2, nous remontons à la figure 2. Nous verrons donc que la période vaut 3,2 secondes. Pour l'obtenir, nous ferons simplement, la période sera délimitée en allant de 0,8 secondes à 4. Et elle vaut, cette largeur-là vaut 4 moins 0,8, donc 3,2 secondes. Très bien. 3,2 secondes. Et partant donc de la relation de la période, nous obtenons donc C égale à 2 pi carré M fois M1 carré, le tout divisé par T0 au carré. En passant à l'application numéro, nous trouverons donc C égale à 0,02 Nm par radian. Voilà ce qui concerne l'exercice numéro 2 du bac 2015. Maintenant, passons à l'exercice numéro 2 du bac C 2014. Un générateur maintient entre les bornes A et B d'un circuit électrique une tension alternative sinusoïdale de fréquence variable et de valeur efficace constante UAB égale à 60 volts. Ce circuit comporte en série un résisteur de résistance R et un dipôle D dont on ne connaît pas les grandeurs caractéristiques. Pour une pulsation de courant oméga égale à 500 radians par seconde, on mesure les tensions efficaces des grandeurs physiques suivantes. Valeur efficace de l'intensité du courant dans le circuit égale à 0,4 A. Valeur efficace de la tension bande du résisteur UR égale à 36 volts. Valeur efficace de la tension bande du dipôle D UD égale à 48 volts. On donne l'indication suivante. Le dipôle D peut être un résisteur, un condensateur, une bobine ou une association en série d'une bobine et d'un condensateur. Première question, montrer que le dipôle D n'est pas un résisteur et calculer son impédance. Deuxième question, le circuit consomme une puissance électrique égale à 15 watts. Montrer que le dipôle D comporte une résistance non nulle. Calculer cette résistance RD puis le facteur de puissance du dipôle D. Troisième question, on augmente progressivement la fréquence du courant. On constate que la tension efficace au bord du dipôle D diminue. Pour une fréquence pour laquelle la pulsation oméga égale à 1000 radians par seconde, on mesure les tensions bonnes du dipôle D et du résisteur. On obtient U' D égale à 24 volts et U'R égale à 36 volts. Première question, montrer sans calcul que D est une association en série d'une bobine et d'un condensateur. Deuxième question, établir à partir des valeurs des tensions efficaces que la pulsation oméga 1 correspond à la fréquence de résonance du circuit. Troisième question, petit c, c'est-à-dire 3C, calculer les valeurs de l'indutance L de la bobine et de la capacité C du condensateur. Correction. On demande de montrer que le dipôle D n'est pas un résisteur et de calculer son impédance. Solution. Nous dirons donc que si D est un résisteur, alors UAB égale à UR plus UD. Or, UR plus UD égale à 84 volts et UAB égale à 60 volts. UR plus UD étant supérieur à UAB, donc D n'est pas un résisteur. L'impédance du dipôle D s'obtient par la relation suivante. Comme nous avons vu tout de suite, UD égale à tout à l'heure, autant pour moi. UD égale à ZD fois I. Cela nous entraîne que ZD égale à UD divisé par I. Application numérique, ZD égale à 120 ohms. Le circuit consomme une puissance électrique égale à 15 watts. Montrer que le dipôle D comporte une résistance non nulle. Calculer cette résistance RD puis le facteur de puissance du dipôle. Solution. Si le dipôle D a une résistance nulle, alors la puissance consommée serait celle du résisteur. PR égale à UR fois I. Application numérique, PR égale à 36 fois 0,4 qui nous donne 14,4 watts. On remarque que PR est inférieur à P. Cela veut dire que PD égale à P moins PR, dont le dipôle D dissipe de l'énergie. Sa résistance est non nulle. Calculons maintenant la résistance RD. PD égale à RDI carré. Cela veut dire que RD égale à PD divisé par I carré. RD nous donne donc 3,75 ohms. Comme facteur de puissance, cosinus phi D égale à RD sur ZD. Cosinus phi D nous donnera donc 0,03. On augmente progressivement la fréquence du courant, on constate que la tension efficace au bord du dipôle D diminue.
Pour une fréquence pour laquelle la pulsation oméga 1 égale à 1000 radians par seconde, on mesure les tensions au bornes du dipôle D et du résisteur. On obtient U' égale à 24 volts et U' égale à 36 volts. Montrer sans calcul que D est une association en série d'une bobine et d'un condensateur. Solution. Le dipôle D a une résistance non nulle, donc ne saurait être un condensateur seul. De plus, la tension à ces bornes diminue lorsqu'on augmente la fréquence, donc D ne peut être une bobine seule. Par conséquent, D est une association en série d'une bobine et d'un condensateur. Petit b, on nous demande d'établir à partir des valeurs des tensions efficaces que la pulsation oméga 1 correspond à la fréquence de résonance du circuit. Solution. Puisque UAB égale à U'R plus U'D, alors les effets inductifs et capacitifs se compensent. On est donc à la résonance. Petit c, on demande de calculer les valeurs de l'inductance L de la bobine et la capacité C du condensateur. Autant pour moi, solution. L'impédance au carré égale à RD carré plus L oméga moins C oméga tout au carré. En développant l'expression, nous avons donc L oméga moins C oméga égale à plus ou moins racine de ZD carré moins RD carré. Le circuit étant capacitif, alors nous prenons L oméga moins C oméga égale à moins racine de ZD carré moins RD au carré. Puisqu'on nous a dit que lorsque le circuit est capacitif, L oméga est inférieur à 1 sur C oméga. Et cette relation nous donne dans l'équation différentielle L sur oméga carré plus racine de ZD carré moins RD carré sur oméga moins 1 égale à 0, qui peut être considérée comme relation 1. De plus, à la résonance, nous avons établi que LC oméga carré 1 égale à 1 au cours de ce chapitre. Ce qui veut dire que L égale à 1 sur oméga carré 1. Les équations 1 et 2 nous permettent donc d'avoir l'expression C égale à oméga carré 1 moins oméga carré, divisé par oméga 1 carré, racine de ZD carré moins RD carré. Et en passant à l'application numérique, nous avons donc C égale à 1,25 fois 10 puissance moins 5 farad. Et de la relation 2, on obtient L égale à 0,08 Henri. Maintenant, exercice numéro 4 concerne le bac C. Exercice numéro 4 du bac C 2013, autant pour moi. Lors d'une séance de travaux pratiques, les élèves étudient l'influence de la longueur et de la masse d'un pendule simple sur la période propre T0 des oscillations de faible amplitude. En 1, étude l'influence de la masse M du pendule. Petit a. Pour réaliser cette étude, on dispose déjà d'une potence et de 3 objets de même dimension et de masse M1, M2, M3 différentes. Complétez cette liste de matériel. Petit b. Proposer un protocole expérimental. Et en 2, étude l'influence L du pendule. Pour une même valeur de l'amplitude θm d'association, θm est inférieur à 12 degrés, on fait varier la longueur L de l'un des 3 pendules ci-dessus et on mesure pour valeur de L la durée delta T de 10 oscillations. On a ensuite T0 égale à delta T divisé par 10. Les résultats sont placés dans le tableau ci-dessous. Petit a. Pour obtenir T0, pourquoi les élèves mesurent-ils la durée des 10 oscillations au lieu d'en mesurer la durée d'une seule? Petit b. Tracer sur papier millimétré la courbe T0 égale à F de L carré. Petit c. En déduire la valeur expérimentale de l'intensité G du champ de pesanteur. On rappelle l'expression théorique de la période propre des oscillations de faible amplitude d'un pendule T0 égale à 2 pi racine de L sur G. Comme solution, nous avons donc A1. Pour réaliser cette étude, on dispose déjà d'une potence et de 3 objets de même dimension et de masse M1, M2 et M3. Complétez cette liste de matériel. Comme solution, la liste du matériel à compléter est le suivant. Chronomètre, on aura besoin d'un chronomètre. La liste du matériel est la suivante, autant pour moi. On aura besoin d'un chronomètre et d'un rapporteur. En B, on demande de proposer un protocole expérimental. Comme solution, nous allons dire que pour chacune des masses, on constitue un pendule. On mesure la durée d'un nombre déterminé d'oscillations. On détermine les périodes propres T1, T2, T3 qu'on compare. Il faut veiller à ce que l'amplitude des oscillations ainsi que la longueur du fil soient les mêmes. En 2, étude l'influence de la longueur L du pendule. Pour obtenir T0, pourquoi les élèves mesurent-ils la durée des 10 oscillations au lieu d'en mesurer la durée d'une seule? Comme solution, nous allons dire que les élèves mesureront la durée des 10 oscillations pour minimiser l'erreur sur la mesure du temps. Et en 3, on demande de tracer sur papier millimétré la courbe T0 carré égale à F de L carré. La courbe a été tracée avec un logiciel et vous l'avez devant vous. Très bien, c'est une courbe passant par l'origine du repère. Et exploitons maintenant cette courbe pour déterminer la valeur expérimentale de l'intensité G du champ de pesanteur. Comme solution, nous allons dire que graphiquement, la pente petit a de la droite est telle que A égale à tangente alpha qui est égale à delta T0 sur delta L carré. Nous obtenons donc tangente alpha égale à 4,04. Et en partant de l'expression de la période, on trouve donc G égale à 4 pi carré divisé par A. On fait l'application numérique, on trouve G égale à 9,8 mètres par seconde carré. Voilà, chers apprenants, la fin
des chapitres concernant le thème numéro 2. Et nous avons donc proposé certains exercices qui vous permettront de mieux réviser ce thème numéro 2. Pensez à revoir la vidéo et rendez-vous pour la prochaine vidéo concernant le thème numéro 3. Merci.